Alors, on va explorer ça un petit peu plus. Les échantillons ne peuvent pas être choisis de façon IID. Right? Autrement, on pourrait se servir du théorème de la limite centrée, puis on a fait un exemple qui nous montre que la variance, la moyenne empirique, lorsqu'on prend des échantillons de taille 3 dans une population de taille 4, ça ne satisfait pas aux conclusions du théorème de la limite centrée. Okay. On va étudier ça en utilisant la covariance entre deux variables aléatoires, discrètes dans ce cas-ci. La covariance, ça mesure la force d'association entre x1 et x2. Quand x1 est élevé, est-ce qu'on s'attend à ce que x2 soit élevé et vice-versa, ou le contraire? En général, selon deux variables aléatoires quelconques, là, ils ont une moyenne chacune, puis une variance chacune. On suppose ici que la variance, dans les deux cas, elle est finie, elle n'est pas infinie. Mais la covariance entre les deux variables aléatoires, c'est l'espérance du produit, la différence entre la variable aléatoire et son espérance, la première, et la deuxième, et de sa moyenne, la deuxième moyenne. La formule qui nous permet de calculer ça, on dit que c'est l'espérance du produit x1, x2, moins le produit des espérances, moins le produit des moyennes. Dans notre exemple, ici, x1 et x2, ce sont des variables aléatoires qui peuvent prendre des valeurs dans la population U. On va chercher des unités de la population U, et puis on va calculer l'espérance conjointe, l'espérance du produit ici, de la façon suivante. On a une fonction de masse qui nous donne la probabilité que x1 prenne la valeur uj, puis que x2 prenne la valeur uk. Alors, deux unités ici qui sont choisies. Autrement dit, qu'on choisisse uj en premier et uk ensuite, en deuxième. Puis, on a ici la forme du produit, uj puis uk, et on fait une double somme à travers toutes les valeurs possibles qu'on peut savoir. Bon, alors supposons que x1, c'est la ième unité choisie dans l'échantillon, puis que x2, c'est la Lième unité choisie dans l'échantillon, avec l'interprétation qu'on a donnée au préalable. Et là, on prend pour acquis, bien sûr, que i n'est pas égal à L. Une fois qu'on a choisi une unité, on ne peut pas la choisir une deuxième fois, puisqu'on fait de l'échantillonnage sans remise. Et les valeurs de i et de L peuvent varier entre 1 et n minuscule, petit n, la taille de l'échantillon. Ben, la fonction de masse, la probabilité qu'on ait choisi la jème unité dans la ième unité de l'échantillon, puis la kème unité de la population dans la lième unité de l'échantillon, ça serait la probabilité de choisir uj comme étant la ième unité de l'échantillon fois la probabilité de choisir uk comme étant la lième unité de l'échantillon en supposant qu'on ait choisi uj comme étant la ième unité de l'échantillon. Ça, c'est une règle de probabilité, un des axiomes. En général, le produit, ou la probabilité, pardon, de A et B, ce serait la probabilité de A fois la probabilité de B étant donné A. C'est ce qui se passe ici. C'est un des axiomes de la probabilité. Puis on sait calculer ces probabilités-là directement. Quelle est la probabilité que la ième unité choisie dans l'échantillon soit la jème unité de la population? Ben, c'est 1 sur n. Quelle est la probabilité qu'on choisisse uk comme lième unité si on a choisi uj dans la ième unité? Ben, c'est 1 sur n moins 1. Puis si j est égal à k, c'est impossible. On ne peut pas choisir et la jème unité de la population au ième rang de l'échantillon et la kème unité au lième rang. La jème unité au lième rang. Ouais, on va en choisir un dans un rang puis l'autre dans un autre rang. On ne peut pas choisir la même unité deux fois dans l'échantillon. Fait qu'on se retrouve avec la fonction de masse suivante.
Là, vous ferez attention. Quand on dit YI, je vous parle de la IM unité de l'échantillon, puis peut-être que dans votre vision des choses, on a commencé par choisir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite, en ordre. Mais en réalité, lorsqu'on parle de façon théorique, on choisit l'échantillon dans son entièreté en même temps. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'ordre ici, il n'y a pas de séquence. Pas besoin de se demander ce qui s'était passé à la première position, deuxième position, et ainsi de suite. On regarde seulement ce qui se passe dans la IM position de l'échantillon, puis la LIM position de l'échantillon. Okay. On sait de plus que l'espérance de YI et de YL, ça va être mu. Mu étant la moyenne de la population, puis YI, YL, ce sont des unités dans la population. Leur espérance, c'est la moyenne de la population. Fait que là, on peut calculer la covariance. On a toute l'information requise pour calculer l'espérance conjointe, l'espérance de x1 fois x2, puis ben, le restant des termes, mu1, mu2, qui dans ce cas-ci se trouve être mu dans les deux cas. Alors, la covariance entre la variable aléatoire qui nous donne la valeur de la IM unité de l'échantillon puis la LIM unité de l'échantillon, ça va être la double somme du produit des unités fois la fonction de masse moins le produit des espérances. Puis là, si vous faites le travail au complet, vous allez obtenir la chose suivante. Lorsqu'on l'écrit comme ça ici, la double somme, ben, il y a un décompte. Hein, il y a un double décompte, c'est-à-dire que on présuppose que J pourrait être égal à K, mais nous, ce qu'on sait, c'est que J ne peut pas être égal à K. Fait qu'on se débarrasse des instances où J est égal à K. Alors ici, j'ai ce terme-ci qui me donne l'espérance de YI YL. Puis ce morceau-là, ben c'est mu1 fois mu2. Ça, c'est si I n'est pas égal à L. Si I est égal à L, ben la covariance entre les deux, ce qu'on sait, c'est que c'est supposé de la variance. C'est la convention. Hein? La covariance de X par rapport à X, c'est tout simplement la variance de X. Fait qu'on a l'expression suivante pour la covariance de YI et de YL. Maintenant, ça a des propriétés. La somme de toutes les unités dans la population, c'est la moyenne des unités dans la population fois le nombre d'unités, n fois mu. Et là, on peut aussi réécrire ça de la façon suivante. Ici, il me manque un carré, pardon. La somme des carrés, c'est n fois mu au carré plus sigma au carré. Parenthèse. Si vous n'êtes pas certain, là, vous devez vérifier que vous comprenez bien que c'est ça. Et ça nous permet de simplifier l'expression pour la covariance, surtout dans le cas où I n'est pas égal à L. Quand I est égal à L, on n'a pas besoin de simplifier, c'est déjà simple. Alors, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec la covariance YI, YL, ça va être 1 sur N fois N-1. Ça ne change pas. La double somme des UJ, UK, selon toutes les valeurs qu'elle peut prendre dans la population, moins le carré, la somme des carrés pour le double décompte, moins N fois N-1 fois mu au carré. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai rajouté le petit terme qui est ici à l'intérieur des parenthèses carrées. Je dois multiplier par le facteur ici pour préserver l'égalité. Et je réarrange les termes, tout simplement. La somme ici, ça devient n sigma carré plus mu carré, selon ce qu'on avait là. Je vous rappelle là, que j'ai fait une erreur. C'est supposé être un carré ici. La somme, la double somme des produits, je sors un terme, je le mets en avant. J'ai la somme des UJ fois la somme des UK.
Le restant, ça ne change pas. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, la somme des UK, la somme de toutes les observations dans la population, c'est n fois la moyenne. C'est un terme commun, on le sort. Il me reste la somme des UJ, puis là, je fais le développement. Moins n sigma carré, moins n mu carré. Puis je fais la même chose ici, moins n carré fois mu au carré, plus n fois mu au carré. Fait que je me retrouve avec l'expression qui est ici. Puis là, ben, cette expression-ci, pardon, c'est la somme des valeurs de la réponse dans la population. Fait que c'est tout simplement n fois mu. Et là, j'ai n au carré ici, fois mu au carré, moins n carré mu au carré. Les termes disparaissent. Il va me rester moins n sigma carré sur n fois n moins 1. Les n s'annulent. Puis il me reste tout simplement moins sigma carré sur n moins 1. C'est la covariance entre la valeur, si vous voulez, du ième terme dans l'échantillon puis du lième terme dans l'échantillon. Et là, on peut utiliser des formules pour déterminer ce qui nous intéresse vraiment. Je vous rappelle là, que ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'espérance puis la variance de la moyenne empirique. On veut déterminer les paramètres principaux de la distribution de la moyenne empirique. Ça va nous permettre de faire un intervalle de confiance ou de donner un intervalle de confiance pour la moyenne empirique. Mais qu'est-ce que c'est la moyenne empirique? C'est tout simplement la somme des n termes de l'échantillon, n minuscule, divisé par le nombre de termes, n minuscule. L'espérance a des propriétés linéaires, alors on peut sortir le 1 sur n puis le mettre en avant de l'espérance. J'ai l'espérance d'une somme, et puisque c'est un opérateur linéaire sur les variables aléatoires, ensuite j'ai 1 sur n fois la somme des espérances. Ben, l'espérance de chacun des morceaux, c'est mu. Fait que je me retrouve avec 1 sur n fois mu plus mu plus mu plus mu, et ainsi de suite, n fois. Ben, j'ai 1 sur n fois mu, les n s'annulent, il me reste mu. Fait que l'espérance de la moyenne empirique dans un échantillon aléatoire simple, ça demeure mu. Ce que ça veut dire, c'est que la moyenne empirique, c'est un bon estimateur pour la moyenne de la population dans un EAS de taille n minuscule. Et maintenant, la variance de cet estimateur-là, la variance de la moyenne empirique y bar, ben on sert des propriétés de la variance. Fait qu'on réécrit la moyenne empirique comme étant la somme des n unités dans l'échantillon, la somme de la réponse pour les n unités dans l'échantillon divisé par le nombre de termes. Et là, la variance, quand on a une constante, on sait qu'il faut sortir la constante puis l'élever au carré. Fantastique. Fait que le 1 sur n devient 1 sur n au carré. Maintenant, j'ai la variance de la combinaison linéaire. Et comment est-ce qu'on calcule ça? Ben, c'est une règle. La variance d'une combinaison linéaire, c'est la double somme des covariances. Alors, vous avez peut-être vu ça écrit de la façon suivante. En général, la variance de A plus B, c'est la variance de A plus la variance de B, plus 2 fois la covariance de A et B. Ben, si on écrit la variance de A comme étant la covariance de A avec A, puis la variance de B comme étant la covariance de B avec B, puis ici, on prend une des covariances, on la laisse comme elle est, on prend l'autre covariance, puis on l'inverse. Covariance de B avec A, puis on va se retrouver exactement avec la formule qui est ici. C'est un exemple spécifique, cette formule-là. La formule, la covariance, du calcul de la variance d'une combinaison linéaire. Et là, je fais des simplifications. Fait que je vais commencer par m'intéresser à tous les termes qui ont le même indice ici. Pour l'instant, je les appelle I. Il y en a N en tout.
covariance de Y1 avec Y1, la covariance de Y2 avec Y2, covariance de Y3 avec Y3, et ainsi de suite. Il y en a N, puis pour chacune de ces covariances-là, on a vraiment la variance de YI, c'est-à-dire la variance d'une unité dans la population, puis c'est sigma au carré. Fait qu'on commence par s'occuper, comme je vous ai dit, de toutes celles, tous les termes ici où les indices sont les mêmes, ça nous donne ce morceau-là. Et ensuite, il y a toutes les autres. Tous les autres termes, ce sont la covariance de Y1 avec Y2, Y1 avec Y3, Y1 avec Y4, et ainsi de suite. Mais il y a aussi Y2 avec Y1, Y3 avec Y1, Y4 avec Y1, dans la double somme, c'est là qu'ils sont. Puis chacun de ces termes-là a un jumeau. Hein? La covariance Y1 avec Y4, c'est la même chose que la covariance d'Y4 avec Y1. Ça fait que c'est une double somme, si vous voulez. Il y a deux fois. On va se débarrasser. On les comptera pas directement deux fois. On va les compter une fois en triangle. Hein? Fait qu'on va commencer avec Y1, par exemple, puis on va aller chercher Y2, Y3, Y4 jusqu'à Yn. Fait que ce sont les termes qui sont là. On passe à travers tous les indices pour le faire. Y2, on ira chercher Y3, Y4, Y5, Yn, et ainsi de suite. Puis on multiplie par 2 pour aller chercher l'inverse de ces covariances-là. Les covariances où on a changer l'ordre des termes. OK. On fait ça parce que maintenant, dans tous ces cas-là, I n'est pas égal à L. On l'a choisi de cette façon-là. Tous les L sont au moins une taille 1 plus élevée que I. Ça fait que cette covariance-là, on la connaît, on l'a calculée, c'est moins sigma au carré sur N-1. Puis il est là un paquet de fois, l'expression. Et on fait la somme ici, je l'ai N fois, puis ici, ben, ça serait un petit peu moins élevé. N moins une fois. Quand on fait la somme au complet, fait que ça c'est un terme, moins sigma carré sur N plus 1, N moins 1, pardon. Fait que ici, ce qu'on se retrouve, là, on aurait, je vais juste réécrire le terme qui est ici. Ça fait que j'ai 2 fois moins sigma au carré sur N moins 1. Puis là, il me reste la somme qui est égale à 1 jusqu'à N. La somme, L, qui va de I plus 1 jusqu'à N du terme constant 1. Puis ce terme-là, ça va être N fois N moins 1 divisé par 2. Faites-le au long si vous n'êtes pas certain. Maintenant, le 2 qui est ici puis le 2 qui est là, ben, ça s'annule mutuellement. Puis je reste où je demeure avec cette expression. La simplification que j'ai faite supplémentaire, elle est ici. Là. J'additionne le terme sigma carré n fois. C'est une constante. Ben, il est là n fois sigma au carré. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une expression pour la variance de la moyenne empirique qui est relativement simple. Elle donne seulement en termes de la taille de l'échantillon, de la taille de la population, et de la taille de la variance de la population initiale, les sigma au carré. Je peux simplifier un petit peu, puis bon, on le fait de la façon suivante, par exemple, on sort le sigma au carré, qui est un facteur commun, ici. On va sortir une division par n, terme qui est là, puis si je réarrange les termes, on va voir qu'il pourrait ça ici. Prenez le temps de les réarranger. Puis là, ben, on va mettre le terme à l'intérieur de la parenthèse sur un dénominateur commun de n majuscule moins 1. Puis quand vous le faites, ça va vous donner n majuscule moins 1 moins n moins 1 sur n majuscule moins 1. Puis, ben, les termes s'annulent. Puis il vous reste n majuscule moins n sur n majuscule moins 1. Alors vous voyez que la variance, la moyenne empirique, c'est pas tout à fait la même variance que celle qu'on aurait si les variables aléatoires qui représentent les unités choisies dans l'échantillon EAS de taille n étaient indépendantes. Si elles étaient indépendantes, on aurait seulement sigma carré sur n. C'est ça que le théorème de la limite centrée nous disait. Mais il faut multiplier ça par un facteur qui nous donne une modification qui tient compte du fait que les variables ne sont pas choisies, ou que les variables ne sont pas indépendantes.
C'est un facteur qui est intéressant lorsque N majuscule devient très élevé, lorsque la population est très, 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 très large. Ben, ce terme-là, en assumant que N minuscule demeure une quantité fixe, là, cette quantité-là s'en va vers 1. Et le facteur de correction, si vous voulez, se rapproche de 1, donc la variance empirique se rapproche de la variance donnée par le théorème de la limite centrée. Alors, si la population est très élevée, très immense, on pourrait peut-être s'en sortir en traitant les échantillons comme si c'était un échantillon avec remise, même si ce n'était pas un échantillon avec remise. Mais quand la population n'est pas trop élevée, c'est-à-dire quand le terme qui est ici, N majuscule moins N sur N majuscule moins 1, c'est pas près de 1, ben là, la variance empirique va évidemment changer. Puis en général, puisque N est plus grand que 1, vous avez de l'information au sujet de la taille du facteur de correction ici. Si on se sert de cette formule-là dans l'exemple qu'on avait fait au préalable, on avait N majuscule qui était 4, une population de 4 unités, N minuscule 3, un échantillon de 3 unités, on avait une moyenne de 2 puis une variance de population de 7 sur 2, bien là, si je calcule l'espérance de la moyenne empirique pour mes échantillons aléatoires simples de taille 3, j'obtiens 2 comme toujours, puis la variance, ça serait quoi? Ça serait sigma au carré sur N minuscule, puis ici j'ai N majuscule, puis ici j'ai N minuscule, majuscule, puis effectivement, si je remplace les chiffres, les valeurs, j'obtiens 7/18e, c'est la formule théorique, la valeur théorique, puis quand je l'avais faite au long, quand j'avais calculé la variance de la moyenne empirique en me servant de tous les échantillons possibles, en me servant de la formule pour la variance, en général, pas dans le cas des EAS, j'obtenais 7/18e. C'est effectivement ce que j'obtiens ici. Donc, vous voyez, on a capté l'essentiel de ce qui se passe. Et pour de vrai, c'est vraiment la seule partie difficile, c'est cette partie-ci, dans le cours. À partir de maintenant, tout ce qu'on fait va se baser sur l'argument qu'on vient de présenter. La composante N majuscule moins N sur N majuscule moins 1 va toujours être plus petite que 1, puisque N est toujours plus grand que 1. On l'appelle le facteur de correction en population finie, FCPF. S'il y a une présence, parce que la population n'est pas infinie. Quand N est large, puis que le rapport entre la taille de l'échantillon et la taille de la population est petit, fait qu'en général, quand ce rapport-là est plus petit que 5%, ben, le facteur de correction en population finie est à peu près égal à 1, puis en général, on peut bien s'en débarrasser. Puis la situation ressemble à un échantillonnage avec remise. Avec remise. Fait qu'en résumé, voici ce qu'il faut savoir, là. L'échantillon N unités d'une population U, N majuscule, qui ont été choisis sans remise. Supposons que la moyenne puis la variance de la population, c'est mu puis sigma carré, respectivement. La moyenne empirique, c'est la moyenne de l'échantillon. 1 sur N fois la somme des valeurs, la réponse. C'est un estimateur qui est non biaisé. L'espérance de la moyenne empirique, c'est la moyenne de la population. Puis la variance d'échantillonnage, elle a une forme particulière, puisque la population, elle est finie, et puisqu'on prélève les unités de la population sans remise, ce ne sont pas des variables aléatoires, indépendantes et identiquement distribuées. Elles sont identiquement distribuées, là, les unités qui apparaissent dans l'échantillon, mais elles ne sont pas indépendantes, et le manque d'indépendance, il est représenté par ce terme de correction-là, le facteur de correction en population finie. L'erreur d'estimation, c'est ce qu'on appelle l'écart type.
de la variance d'échantillonnage, c'est la racine carrée de la variance d'échantillonnage.